Parce qu'il y a aussi, il y a aussi des gens, des ingénieurs de construction qui viennent ici souvent pour le boulot. Dès qu'ils arrivent ici, il y a des matériels qu'on utilise là-bas. Il est ingénieur, il est, je ne sais pas, maître, contre-maître au Congo. Il arrive ici, même un chantier kuna, aux autres amir. Alors, de matériel au PCA pour que abanango musala azo comprendre niveau au ya ça il a na Congo, na niveau au PCA ça il a awa azo comprendre non yo cause la maître était faut à la élève donc na niveau né qui maître na Congo qui ingénieur au babenga kaye na niveau de Dubaï a combien élèves. Le problème, donc là, ça fait partie. Le problème, comme je disais, ce n'est pas qu'ils ne soient pas intelligents. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de manipuler cette technologie. Et si on construit les immeubles, vous arrivez, par exemple, 500 mètres, 600 mètres de hauteur, alors qu'au Congo, on n'a pas ça. Et ce n'est pas avec des mains. Le mélange de béton avec tout ça, ça ne se fait pas tout ça. Vous avez des grilles qui sont connectées, là-bas, ça monte 100, 200 mètres. On n'a jamais utilisé ça. L'argent, travailler à la politique, et maintenant, la conséquence est devenue le centre d'intérêt de tout le monde. Qu'il soit médecin, il va être à la politique. Qu'il soit champatier, il va être à la politique. Qu'il soit un enseignant de l'université, ils ne veulent pas de l'enseignement, il va aller à la politique. Alors, d'où, comme nous avons compris que c'est un système qui contribue au péril de la nation, on doit décourager, couper. Comment couper? Peut-être en réduisant le salaire. Quelqu'un verra qu'être député, ce n'est pas amasser de l'argent, mais c'est peut-être servir la nation avec un salaire très minime. Vous comprenez? Et c'est là que je dis que le changement commence par un noyau. Nous avons commencé ces réseaux et nous continuons à transmettre notre philosophie jusqu'à ce que nous allons arriver à atteindre la majorité. Et je crois que nous sommes là pour développer l'Afrique en général et contribuer au développement de notre pays en particulier. Personnes qui ont été victimes. Exactement, ils arrivent comme ça, société combien? 50 000 $, comme ce sont des Indiens, il faut amener l'argent et ils sont partis. Or, le gouvernement de Dubaï a tout mis en ordre. Les prix sont connus. Alors, d'où ceux qui veulent investir, venir à Dubaï, nous sommes là, on est consultés et vous venez, nous allons vous aider, vous orienter. Parce que basant sur votre vision, ce que vous comptez réaliser et porter de notre expertise, notre expérience par rapport à ce que vous comptez réaliser. Voilà. Ok. Bonsoir, bienvenue dans une autre opportunité dans l'émission This is Dubai. Partout là vous êtes, je vous dis un grand merci et à tous mes abonnés, une autre opportunité à s'abonner à la chaîne M. Zali, Christa TV. Partout là vous êtes, je vous dis un grand merci. Restez toujours connectés, branchez sur votre émission This is Dubai World. Alors, quant à moi, premièrement, je tiens à remercier nous soutenir l'émission This is Dubai de près comme de loin. Alors là, premièrement, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, le gouverneur compétent du Congo central, Guiba Ndungidi. Vraiment, l'espoir, il y a des Congo, vraiment. Merci beaucoup. Nous continuons toujours au Bongo, Congo central. Et puis, pourquoi pas, le vice-gouverneur, Monsieur Kwanga Gracia Manswagi. Vraiment, merci beaucoup. Nous continuons toujours à soutenir l'émission. Et pourquoi pas, Papa Nabiso, Miller Lutelo, on continue toujours à soutenir l'émission This is Dubai. Et puis, nous avons des Congo Nyonso, pour ça toujours un plus pour que cette émission This is Dubai aille toujours de l'avant. Et puis, nous avons besoin de Poto, Namikilia Poto, c'est lui. À mon petit frère propre Giscard Bamanga, Giti Mwanda, et puis du côté Angola, et pourquoi pas Regain Bamanga. Merci beaucoup, on est loin, c'est les œuvres qui parlent à sa place. Alors, merci beaucoup pour la nous sommes dans l'opportunité de s'abonner. Vraiment, je vous invite tous de vous abonner et pour ne pas rater toutes vos actualités ici aux Émirats Arabes Unis. Alors,
je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon invité à laquelle nous allons passer notre entretien d'aujourd'hui, à qui je dis bonsoir, prof. Bonsoir. Professeur, aujourd'hui je vous reçois à travers cette émission This is Dubai. Premièrement, si vous pouvez se présenter à tous les internautes qui sont en train de nous suivre, Yebayo, pourquoi Yebayo, professeur? Merci beaucoup. Je m'appelle Jefté Pengele. Oui, on m'appelle professeur, c'est vrai. Je peux encore décrocher, défendre, encore soutenir ma thèse. Et je suis encore académique, scientifique en fait aussi, dans le sens que j'évolue dans le système éducatif. J'étais enseignant voilà, au niveau de l'université. Et voilà, je donne cours dans certaines universités aussi comme institut supérieur. Et voilà, j'ai donné cours aussi dans des écoles secondaires. Et c'est le nom qui est resté professeur. Je suis en voie de devenir professeur en termes d'avoir soutenu ma thèse, puisque je suis déjà arrivé au niveau de maîtrise. Donc je crois que 3 ans qui suivent, certainement je vais soutenir ma thèse. Et voilà, là je serai professeur au rang de grades académiques. Voilà. Ok, merci beaucoup. Là, vous venez de suivre la présentation de notre invité d'aujourd'hui, le professeur, le prof Jefté Pengele. Exactement. Alors, prof Jefté Pengele, là, je vois linguistique, philosophe, consultant en affaires, interprète et qualité, mentor dans le leadership et management des affaires et entrepreneurs, directeur de Gift Bethel. Et puis nous avons ici fondateur de Network. Pouvez-vous nous expliquer tout ça, professeur? Merci beaucoup. Linguiste, oui, je le suis de formation. Je fais la linguistique appliquée, c'est le domaine de mes recherches. J'ai obtenu mon titre de graduat en anglais et culture africaine. J'ai obtenu la licence en anglais culture africaine et à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, République démocratique du Congo. Et vous connaissez l'ISP Gombe. Oui, je connais. Et j'ai obtenu ma licence en lettres civilisation anglaise à l'Université de Kinshasa. Et j'ai poursuivi mes études de 3e cycle de DEA et en linguistique appliquée. Voilà, donc la linguistique fait partie de mes études. Et relatif à d'autres formations aussi, j'ai suivi des formations par exemple en leadership et au département d'État américain, organisé par l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, parmi lesquelles j'ai suivi aussi des formations en management, servant leadership et beaucoup d'autres formations qui sont relatives aux affaires. Donc voilà. Et aussi au niveau du 3e cycle pour la maîtrise, et on a suivi les cours de management des organisations et des entreprises par le professeur Lumumba. Le professeur Lumumba, donc, c'est ressortissant de l'université d'Harvard et donc aux États-Unis. Et sa femme, Madame Jacqueline Lumumba, également est professeure. Donc voilà, ce sont des cours qui sont liés à l'organisation des entreprises du côté management et leadership. Et voilà, ça fait partie aussi de notre spécialité. Voilà, merci beaucoup. Je pense que, fidèles internautes, vous qui avez cette opportunité de nous suivre ce soir, je pense que vous avez invité Nabisu Yalelo, toi invité Nabisu Yapoko Yalelo, ma capacité naïe. Alors, prof, vous pouvez nous parler de votre Geek6 académique? Parce qu'on a vu, vous avez beaucoup expliqué. Alors, expliquez-nous un peu votre Geek6 académique. Oui, exactement. Comme je venais de le dire, et j'ai poursuivi mes études en République démocratique du Congo et je fréquentais 3 universités au Congo. J'étais à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe où j'ai obtenu mon titre, ma licence en anglais culture africaine. J'ai été aussi à l'Université de Kinshasa, j'ai été aussi à l'Université libre de Kinshasa, à la faculté de droit. Je n'ai pas pu encore finir ma licence, mais j'adore bien, j'aime bien le droit, et puisque le droit
et tout aussi relatif à mes recherches. Donc voilà, dans le domaine des affaires, comme je me suis lancé dans les recherches de l'entrepreneuriat et du commerce international, nous avons le droit des affaires qui intervient. Il y a des contrats et ça fait partie des notions de droit. D'où c'était très important pour moi de pouvoir aussi aller à la faculté de droit. Pourquoi vous n'avez pas continué? Bien. Vous n'étiez pas intéressé ou comment? Bien, en fait, ce qui est arrivé pour n'avoir pas poursuivi à finir mes études de droit, c'est qu'à l'époque, quand je faisais la deuxième licence à l'ISP Gombe, Institut supérieur pédagogique de la Gombe, au même moment, je fréquentais deux universités au même moment. Je faisais le droit le matin et les après-midi, je venais, je poursuivais les cours. Alors j'étais bité à des problèmes financiers, je ne pouvais pas combiner. Et la raison pour laquelle j'avais essayé un peu de sceller du côté droit pour pouvoir finir, puisque je faisais déjà les études terminales. Et voilà. Alors je crois, j'ai toujours aimé poursuivre les études. Je peux dire que c'était comme une surcharge. Oui, en fait. Vous ne devez pas s'accaparer. Non, côté... pour moi, vous savez, les études, je ne m'en fatigue pas. Puisque depuis que j'étais petit, j'ai voulu étudier. Je fais mes études secondaires, on étudiait des gonds. Vous commencez à étudier de 6 heures, vous vous arrêtez à 20 heures. C'est comme ça que je fais de ma première année secondaire jusqu'à 6e des humanités. J'étudie à l'internat. Et voilà, exactement. C'était à quel internat? C'était dans la province de Kwango, Institut Panda Kwango. Ceux qui connaissent les Bandundu savent. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui connaissent la province de Bandundu. Voilà, c'est l'une des grandes écoles de Bandundu. Et Institut Panda Kwango est connu beaucoup de ressortissants. Des intellectuels du Kwango sont sortis de cet institut. Alors c'est là où c'est une université, c'est un institut, une école conventionnée catholique. C'est là où j'ai évolué. Donc voilà, pour les études, on étudie le matin. D'ailleurs, il y a des jours où vous devez faire 6 heures. Vous sortez là-bas, il faut aller faire des études. Et vous rentrez, vous commencez les cours, vous rentrez les après-midi, vous continuez les cours jusqu'à le soir 20h. Donc combiner, là, faire des universités, pour moi, ça ne posait pas un problème. Donc, ce qui était le problème, c'était la finance. C'était un problème de choix ou de la finance? C'était le problème financier qui m'avait empêché de pouvoir n'être pas à la hauteur, de pouvoir payer de l'autre côté. Et voilà. Mais quand je regrette de cela, puisque j'aimais beaucoup, je souhaitais plus finir aussi mes études en droit. Souhaitez-vous continuer ça à la longue? Oui, je continue toujours en termes de recherche. Actuellement, je conduis beaucoup de recherches dans le domaine de droit. Et voilà. Ça a toujours été la passion, je crois que je vais continuer. Ok, merci beaucoup, prof. Jefté Pengele. Ok, merci. Pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir à travers cette émission This is Dubai World. Alors, vous conduisez des recherches dans la philosophie de l'éducation. Et quelles sont vos attentes dans la poursuite de vos recherches? Exactement. Et la philosophie est très très importante en termes de savoir comment concevoir des visions pour la génération future. Exactement, c'est ça, c'est là que la notion de la philosophie intervient. Et à ce qui concerne la philosophie de l'éducation, c'est juste concevoir des systèmes éducatifs pour pouvoir résoudre le problème de la société. Voilà, je trouvais que c'était très intéressant. Puisqu'il y a un philosophe chinois qui a dit pour détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Vous voyez? Comment est-ce que vous avez compris ça? Vous avez traduit ça en français pour comprendre cet adage? Il a dit s'il fallait détruire un pays, si vous prenez des armes, pour commencer à détruire un pays, ça va vous prendre le temps. Mais s'il faudrait simplement détruire son système éducatif et observer dans les années qui suivent, c'est toute une nation et vous allez trouver que le pays sera dirigé par des idiots et en résultat, en conséquence, et ça serait vraiment parce que c'est toute une génération qui est foutue. Donc voilà, utilisez les armes aujourd'hui, vous détruisez les gens, demain ils vont se relever, si ce sont des gens qui sont bien formés, ils vont se reconstituer. Mais détruire un système éducatif, c'est grave. Et Mandela, même notre le plus célèbre, Nelson Mandela, a dit qu'il n'y a pas que c'est l'éducation qui est l'arme la plus efficace pour pouvoir changer le monde. L'instruction, en fait. Donc voilà. Et je m'intéresse à l'éducation, puisque d'ailleurs nous voyons cela. Mais si nous pouvons prendre le cas de Dubaï,
Hein, vous voyez ce que Dubaï a pu réaliser. On se demande, est-ce que le problème, c'est d'avoir les richesses ou d'avoir l'intelligence ou d'avoir la capacité de développer vos potentiels. Donc la preuve est là. Nous pouvons voir Dubaï, un pays aux 2 heures. Nous, on a étudié à l'époque un pays désertique. C'est là où les conditions de vie ne sont pas favorables, les gens ne peuvent pas y habiter. Apparemment, ici, à Dubaï, c'est comme si les gens disent que les habitants de Dubaï, les Émiratis n'ont pas vraiment eu cette opportunité d'étudier comme nous, les Congolais. Nous nous mettons corps et âme pour étudier. Mais quelle est la différence? Pourquoi cela n'arrive pas à nous de développer notre pays? Mais ici, apparemment, les gens n'étudient pas comme nous, mais il y a vraiment le développement. C'est quoi ça en fait? Nous avons toujours eu de penser qu'à Dubaï, les gens étudient moins. Alors, pour les faire comprendre, vous allez faire l'éducation comparée, comparer les universités qu'ils ont et comparer les universités que nous avons, par exemple, en Afrique, au Congo en particulier. Vous allez trouver que c'est très loin. L'écart est tellement grand. Ici, il y a des grandes universités. Il y a des universités canadiennes qui sont ici, il y a des universités américaines, il y a des universités anglaises, toutes les grandes universités du monde. Dubaï a fait assez qu'ils les amènent ici. Et je suis allé par exemple à l'université canadienne qui est ici à Dubaï. Le frais, vous savez c'est combien? C'est 24 000 $. 24 000 $ par an pour un étudiant. Pensez que nous à Kinshasa c'est combien? C'est moins de 1 000 $, pour ne pas... L'université nationale de Kinshasa, l'université comme l'INIKIN, comme Ben Capis, comme Lista. Donc je crois que c'est moins de 500 aussi. C'est moins de 500. Là, vous êtes en train de parler des instituts... Non, je parle même de l'université de Kinshasa, les frais qui sont fixés. Frais académiques. Les frais académiques de l'INIKIN, je ne pense pas que ça aille au-delà de 600. 400, si même on 500 prenait même moins de 1000, même mettons 1000, vous trouvez l'écart partant de 24 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu donner beaucoup plus d'importance à l'éducation, puisqu'ils savent que quand les gens sont très bien formés, les gens sont très bien instruits, les gens sont très bien éduqués, et ce sont ces gens-là, ces têtes-là, ce sont ces machines. Ils investissent en fait dans l'homme, sachant que c'est l'homme qui est capable de transformer. Aujourd'hui, nous voyez les images de ce qui est devenu. Et nous nous demandons, nous la preuve que par exemple chez nous au Congo, avec le gouvernement passé, qu'est-ce qu'on faisait pour chercher la main-d'œuvre? Des fois, on allait en Chine. On se demande, est-ce que ce sont les Congolais qui manquent des instituts ou des universités d'architecture, ou soit ce sont nos produits finis ne sont pas à la hauteur. Et Dubaï aujourd'hui, donc c'est sans, comme on dit, no comment. Vous pouvez voir la réalisation de Dubaï, voilà, du désert de ce que Dubaï est devenu aujourd'hui. Et alors que nous, on n'a pas encore atteint ces niveaux, c'est l'éducation. Alors que nous avons tout. Alors que nous avons tout. Donc pour dire que la chose n'est pas d'avoir de l'argent ou avoir de l'or, mais avoir des personnes capables de pouvoir transformer cet or, transformer le sol que vous avez, le désert, les eaux que nous avons là-bas. Alors qu'ils ont traité les eaux. À Dubaï, vous ne pouvez pas arriver à l'hôtel qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de courant. Vous voyez? Toujours stable. C'est une stabilité des années. Vous trouvez? Donc le problème, ce n'est pas que nous manquons, c'est notre système éducatif qui est pauvre. D'où nous devons redéfinir le système éducatif. Je donne encore un autre exemple, puisque c'est dans les domaines dans lesquels je voulais, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et dans la philosophie de l'éducation, il y a ce qu'on appelle l'éducation comparée. Vous trouvez ici aux Émirats Arabes Unis, par exemple à l'école primaire, vous trouvez les gens étudient Dubaï. Ils apprennent à leurs enfants leur pays, leur propre pays. Pourquoi? Parce qu'ils se savent que si ces gens ici apprennent mieux des États-Unis, ils n'iront pas développer les États-Unis. Ils partent en France et les Français ne vont pas leur accorder la chance. Alors pourquoi ils doivent passer du temps et jouer des ouvrages? Ils étudient leur pays. Alors que nous, et des fois nous prenons... Là, c'est dans les écoles primaires. Et que ce soit les primaires. Ils étudient chaque État avec beaucoup de détails, avec tout ce qu'ils ont comme compétences. Leur système éducatif est centré sur leurs avoirs. Comment transformer les déserts. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que nous faisons de notre système éducatif français? Avec notre système éducatif, par exemple, congolais, c'est pour amener les gens à étudier l'Amérique latine, étudier la richesse du monde. À la fin du compte, nos enfants là, tout ça va nous servir à quoi? Et qui n'auront même pas la chance d'aller là-bas exploiter la France, qui n'auront pas la chance d'aller exploiter les États-Unis d'Amérique, alors que nous nous focalisons sur des choses dont nos enfants n'auront pas accès. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ici, le contraire, ils se focalisent sur les savoirs. Avec notre désert, comment est-ce que nous pouvons faire de l'argent avec notre désert? Ce sont les questions qui se posent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à notre gouvernement qui va suivre cette émission pour le système éducatif de notre pays? Oui, comme je le disais en évoquant ce philosophe chinois, que pour détruire un pays, il faudrait détruire son système éducatif. C'est un domaine très sensible, l'éducation. Il faut des gens qui sont du domaine, des experts. Ça ne doit pas dépendre de la politique. On ne peut pas prendre quelqu'un puisqu'on doit se partager le pouvoir. Toi, va là-bas, tu dois être ministre de l'Éducation et que la personne soit experte ou pas. Vous comprenez, ce sont les lacunes que nous avons. Donc, ce sont les systèmes, c'est un domaine qui doit être réservé aux experts et des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir, avec une bonne vision et comme je disais, une bonne philosophie, nous formons les gens pour quelle finalité? Quel genre d'éducation que nous pouvons donner à nos enfants pour que demain qu'ils puissent produire dans notre pays. C'est ça. Actuellement, nous voyons c'est le chaos. Nos universités produisent. C'est la question même, comme de monter, tout le monde pouvait se poser le jour de collation. Basile Sinabango classe, mais ça les a été. Alors, la question est de savoir, est-ce que nous formons les gens pour qu'ils puissent chercher du travail? Est-ce que nous formons les gens pour qu'ils puissent créer l'emploi? Si la philosophie de l'éducation était de créer l'emploi, de doter nos apprenants, nos étudiants, et dès qu'ils finissent, ils peuvent être subventionnés par des banques pour créer les emplois. Aujourd'hui, on n'aurait pas les taux de chômage comme nous l'avons en République démocratique. Alors que, si je vois bien, nous avons un problème de créativité des emplois dans notre pays. Il y a un grand problème. Pourquoi? Puisque le système éducatif n'est pas adapté. Je l'ai toujours dit, il y a deux grands facteurs ou je pouvais dire en termes d'épidémie, je pouvais parler en termes pas de peste aussi, comme une maladie, des grands facteurs qui freinent le développement de l'Afrique en général. Il y a premièrement le système éducatif mal orienté, c'est-à-dire le système éducatif, comme je viens de le dire, ne se focalisant pas sur les avoirs de l'Afrique, ne se focalisant pas sur les atouts d'un pays tel que la République démocratique du Congo. Nous avons le bois, la forêt équatoriale qui est la deuxième, je crois, après Amazon. Et voilà, nous n'avons pas une université qui fait que les gens puissent étudier les traitements de bois et faire tout ça. Il n'y en a pas. Dans notre grande université de Kinshasa, il n'y en a pas les gens qui doivent étudier le bois. Chaque fois, nous voyons les gens importer le bois de la République démocratique du Congo pour amener ça en Europe, en Inde, partout. Mais nous nous posons la question, pourquoi ne pas traiter ce bois-là à partir de chez nous? Le diamant, l'or, comme vous le connaissez, qui cause la guerre en République démocratique du Congo. On ne fait qu'exploiter de l'or. Le traitement de l'or, ça doit partir peut-être dans tel pays, Ouganda, je ne sais pas où, pour les traitements. Pourquoi pas la RDC, qui est le grand producteur? Il y a une usine à Rwanda pour les traitements de l'or. Exactement. Nous avons de forts en RDC, et nous qui sommes connus pour de l'or, alors nous n'avons pas. À notre université, la première fois pour moi, grandeur République démocratique du Congo, de pouvoir voir le diamant, c'était ici à Dubaï. Alors que je suis venu, j'ai grandi dans un pays, on me dit que chez vous il y a de l'or, il y a du diamant. Et ça vous passe comme ça? Je n'ai même pas eu l'opportunité de pouvoir voir les diamants. Je suis venu voir les diamants pour la première fois ici au marché à Dubaï. Je vais au marché de l'or. Vous avez déjà dit une fois que ces diamants-là proviennent du Congo? Oui, certainement, tout le monde le sait. C'est connu à travers le monde. Quand on parle du Congo, on voit c'est l'or, on voit l'uranium, on voit les matières premières. Donc c'est connu. Donc on devait avoir un système éducatif qui devrait se focaliser sur nos avoirs. En quelque sorte, le système éducatif congolais est dérouté. On voit que quelqu'un qui fait la première année, il sera de la base en polytechnique, il finit là-bas 8 ans, 6 ans, et l'enfant est calé avec des calculs à la fin de compte pour ne rien produire. Même pas une petite lampe LED que nous avons. Vous comprenez? Donc c'est une désorientation. On devait redéfinir le système éducatif. On devait créer une philosophie et un système éducatif qui doit répondre aux besoins réels. C'est ça même l'importance de l'intelligence.
Si l'intelligence ne parvient pas à résoudre le problème de la vie courante, alors on se dit à quoi est-ce que vous êtes intelligent? C'est ça. Oui. Pourquoi nous produisons des intellectuels pour quelle fin? S'ils ne peuvent pas être en mesure de pouvoir remédier aux problèmes dont on fait face à la communauté. Vous voyez? C'est vraiment dérouté, c'est-à-dire un système éducatif qui doit prendre en otage la jeunesse, nos enfants. Ils font 6 ans à l'école primaire, ils font 6 ans à l'école secondaire, ils font 5 ans à l'université. C'est toute leur jeunesse et à la fin de compte, quelqu'un finit les universités, il se voit incapable. Même pas de créer quelque chose. Alors qu'avec les anglophones, le système anglophone, nous avons vécu ici, nous voyons à Dubaï. Quelqu'un avec un système, déjà avec le diplôme d'État, il est engagé des fois avec un bon salaire. Pourquoi? Parce qu'il sait faire quelque chose. Si notre système éducatif doit être focalisé, centré sur les avoirs premièrement de l'Afrique, les avoirs de la RDC en particulier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de l'eau. La question qui devait se poser, comment est-ce que nous pouvons investir avec les eaux que nous avons? Nous avons la forêt, comment est-ce que nous pouvons investir? Comment nous pouvons produire avec nos forêts? On devait créer des universités avec des options, avec les facultés, traitant nos potentiels que nous avons, au lieu de pouvoir y commencer à étudier, de former, et à la fin de compte, vous voyez, je donnais le cas de nos ingénieurs en République démocratique du Congo, et à la fin de compte, qu'est-ce que nous construisons? On m'avait parlé que nous étudions beaucoup, d'étudier beaucoup. Qu'est-ce que vous étudiez? Hein? C'est comme si tu faisais une course pour aller sauter le fleuve. Tu comprends? Alors que l'autre s'est dit que non, je ne peux pas sauter le fleuve. Au lieu de chercher pour courir pour aller sauter le fleuve, je cherche peut-être un bateau avec quoi utiliser. C'est ça l'intelligence. Puisqu'en sautant, peu importe la distance, vous pouvez reculer, vous ne saurez pas sauter le fleuve. Donc, ce n'est pas le problème d'étudier, mais qu'est-ce qu'on étudie? Le contenu. C'est pour quelle finalité? Alors, si je comprends bien, donc l'État congolais doit essayer quand même d'améliorer leur système éducatif. On doit tout revoir. Nous avons un système éducatif laissé depuis l'époque, à l'époque initiée par la Belgique. Et la première question nous devons nous poser, alors que ce système avait pour quelle fin, quelle mission? C'est ça. Et maintenant qu'actuellement, avec la technologie, avec le changement du monde, et nous continuons de faire avec le même système. Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas introduire des choses, telles que je viens de le dire, basées uniquement aux enfants de l'école primaire? Ils doivent exploiter la RDC. Aujourd'hui, nous allons perdre le temps pour que nos enfants puissent étudier les richesses du Rwanda. Parce que les Rwandais ne vont pas leur accorder le temps, la chance de pouvoir exploiter les richesses du Rwanda, non plus le français. Mais je crois que si on devait revenir, concevoir un système éducatif bien conçu, je crois que quand toute personne aura fini ses études secondaires, ils seraient déjà à l'auteur de pouvoir réaliser quelque chose. S'ils apprenaient, c'est là où j'associe l'entrepreneuriat, du commerce international, s'ils finissent les études secondaires, aujourd'hui nous voyons les Indiens, à l'âge de 18 ans, ils quittent l'Inde et viennent ici pour travailler. Quand ils quittent l'Inde pour venir ici, commencer déjà à travailler, il sort déjà de son pays. Il sort pourquoi il a été formé, il sait que je peux faire face au monde extérieur et m'en sortir. Nous en avons connu ici, ils sont là à 18 ans, ils viennent à Dubaï, ils laissent les parents. Mais combien de Congolais? Est-ce que nous sommes sûrs qu'avec notre diplôme d'État, quelqu'un qui pouvait quitter et pouvoir être compétitif dans le monde extérieur? C'est ça la question. Si nos gens qui finissent les licenciés, nous voyons des gens, ils arrivent comme ça, perdus, ne sachant pas par où commencer, alors vous voyez qu'il y a un problème. C'est là que nous devons réfléchir et redéfinir la vision de notre système éducatif. Exactement. Ok, merci beaucoup. Là, j'en profite de dire un grand merci à celui qu'on appelle Yannick Bolingui Pang, le chef de la famille, le frère de Jonathan Bolingui, qui est en train de nous suivre en direct de Dubaï. Balobi, This is Dubaï, c'est votre référence ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, professeur, aujourd'hui, nous allons en profiter de vous poser beaucoup plus de questions par rapport à votre cursus. D'accord. Okay. C'est une opportunité pour moi de vous recevoir sur ce plateau de This is Dubaï. Alors, quelle est la vision de votre institut de formation professionnelle à Dubaï? Bien, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, j'ai essayé un peu d'évoluer plus dans des formations professionnelles. Je crois avoir avec moi plus de 20 certificats
de formation. Vous avez obtenu de différentes formations. J'étais à l'INPP, Institut National de Formation Professionnelle, à Kinshasa. Comment ça a été l'INPP de Kinshasa? J'ai suivi des formations. J'ai passé 2 ans là-bas pour faire des formations professionnelles. À l'époque, je m'étais intéressé avec l'automobile. Je fais la conduite automobile, je fais la mécanique automobile. Ça s'est passé comme ça parce que l'INPP fait parler en RDC, c'est comme c'est l'endroit qui forme vraiment les ingénieurs, les gens qui sont capables, avec des professeurs expérimentés. Exactement. Bon, toutefois, ça n'a pas été si mal et c'est un pas, puisque actuellement nous ne pouvons pas être ignorants, par exemple, de l'automobile. Mais le problème, la différence, comme je disais, il y a quelqu'un qui quitte la RDC avec les routes de la RDC, il ne peut pas conduire ici. C'est comme si apparemment vous avez un peu de doute par rapport à notre formation de l'INPP. Le problème, ce n'est pas d'avoir des doutes. C'est comme si vous parlez beaucoup plus d'immigrathérapie. C'est comme s'ils ont beaucoup plus de... Ils sont super. Bien. Je crois que nous avons des images qui passent là-bas pour Dubaï. Donc, quelqu'un qui a appris la conduite en République démocratique du Congo et venir à Dubaï, c'est si complexe. Vous voyez les routes, c'est si complexe. Oui, je vois. Là, c'est chez les routes. Là, c'est la route nationale. Vous trouvez que c'est vraiment complexe. C'est juste à Abu Dhabi, jusqu'à Abu Dhabi. Donc, oui, ça traverse les États. Et c'est complexe, pas dans le sens qu'ils ont les différents signes routiers. Non, nous étudions la même signalisation. Mais le problème, la façon dont ils ont conçu les routes et la conduite, ici, les routes sont complexes. Quand je dis complexe, vous arrivez dans des endroits et des intersections où c'est vraiment compliqué. On n'a pas ces routes-là. D'où vous pouvez avoir la maîtrise du volant. Vous savez déplacer le véhicule. Mais il n'y a pas seulement le fait de déplacer le véhicule. Et vous suivez, vous le savez ici, quand vous commettez une faute en route, vous avez des pénalités. Hein? En RDC, et personne ne va te poursuivre. Vous n'allez pas voir des roulages. Nous, par exemple, pour conduire, là, tu arrives, là, il y a les roulages qui se tiennent, où il y a les robots. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a que des caméras cachées. Et on ne vous dit pas que ce sont des caméras, mais lorsque vous commettez une faute dans la conduite, tu as juste à parquer ou tu as fait une faute routière, alors vous avez des pénalités. Vous avez des pénalités. Alors, et donc vous trouvez que c'est. Il faut apprendre. Tout ça, des pénalités là, ça fait partie aussi du développement d'un pays. Exactement. C'est bénéfique. Au moment où vous commettez des erreurs, c'est l'État, qui bénéficie. Mais c'est là que je dis que il n'y a pas de policiers. Les roulages, ce sont comme des policiers qui sont des policiers routiers. Ils sont là pour réglementer la circulation. Alors, à Dubaï, il n'y a personne. Vous n'allez pas trouver, par exemple, un roulage. Il y a des caméras qui sont dotées de compétences, sachant que lorsque vous commettez un tel véhicule, le véhicule est identifié et dans votre téléphone à la minute. Vous avez un message, vous avez brisé, vous avez commis tel et la pénalité c'est $1,500. Oui. Mais en fait, tu vas revenir. Aujourd'hui, on te donne $1,500, demain $1,500 de pénalité. Tu vas redevenir, en fait, je travaille. Là, vous prenez le véhicule, là, Dubaï ne vous suit pas. Mais après avoir accumulé, vous allez vous rendre compte que, et si vous ne payez pas, vous ne sortez pas. C'est ça. Vous comprenez? C'est ce qui fait la force même de cet État. C'est le respect de la loi. Donc, tout le monde, vous partez devant vous là-bas, vous roulez, vous trouvez que c'est vide. Devant moi, il n'y a personne, derrière la route est vide et tout ça, vous arrivez à le fer rouge, vous devez vous arrêter. Briser le fer rouge, vous payez plus de $1,800. Une faute simplement de dépasser, puisque tu as regardé à droite, à gauche, il n'y a personne, et je paye brûler le fait, mais vous payez plus de $1,800. Et il n'y a aucun policier, mais partout c'est doté de caméras. Vous comprenez que quand je dis la conduite, je ne fais pas allusion qu'on ne nous apprend pas au Congo à conduire, on nous apprend à conduire. Mais les systèmes et les routes qui sont ici, vous devez faire le recyclage. Vous devez faire le recyclage, c'est-à-dire que vous conduisez, raison pour laquelle, même si vous conduisez le permis de conduire. Ici, aux Émirats arabes, ils ne reconnaissent que 2 pays. Je crois que c'est l'Afrique du Sud et pas encore le Kenya. Je crois que c'est Kenya. En Afrique, c'est seulement les 2 pays. Les autres, si vous venez, vous ne pouvez pas conduire. Vous présentez votre permis de conduire. Vous devez encore rentrer à l'auto-école. Poursuivre à la formation, et c'est ce qu'on vous donne le permis d'ici. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas de fautes. Vous allez commettre des fautes et tout ça, pour vous en épargner, il faut aller à l'école. Donc voilà, je respecte nos institutions, je suis le fruit de
de la formation congolaise. Et comme vous m'avez posé la question pourquoi je me suis focalisé, je vous ai dit que j'ai eu à suivre plus de 20 formations professionnelles. J'étais au département d'État américain, je remercie les Américains pour leur centre culturel. On a suivi beaucoup de formations et en combinant toutes ces formations, en combinant nos études académiques, on a dit que nous sommes capables de faire face avec ce que nous voyons ici et de pouvoir créer l'école. Ici, c'est basé sur les compétences. Je suis capable de faire ici pour voir un centre, une école de formation professionnelle. Vous devez brandir le preuve que vous êtes qualifié. Et on a des documents qui sont légalisés et qui sont reconnus ici. D'où nous avons ces compétences et nous avons fait des universités, on a enseigné. Et donc voilà, pour enseigner ici. J'étais Pengele. Donc c'est avec lui que nous sommes en train de développer des différents sujets. Et puis il est en train de nous répondre. Je pense que vous êtes là, c'est très nombreux en train de suivre cette émission This is Football World. Là, je tiens à remercier aussi celui qu'on appelle Giscard Bamanga, Delphine Lumbila depuis Paris. Vraiment, merci beaucoup pour tous vos soutiens. Alors, toujours ensemble avec notre professeur Jephté Pengele. Alors, professeur, quelle est votre vision de la diaspora congolaise ici aux Émirats arabes unis? Parce qu'on a appris que vous avez posé votre candidature. Explique-nous un peu, parce que prof a déposé une candidature à l'État. Ok, merci beaucoup. J'ai parlé la fois passée au secrétaire, notre aîné. Secrétaire exactement. J'ai échangé avec lui, il y a beaucoup d'innovations que nous devons plus apporter à notre diaspora. À Kinshasa, j'ai beaucoup fréquenté les centres culturels américains. Je voyais à quel niveau les activités s'arrangeaient. Une fois j'étais à notre ambassade, je leur ai demandé si on pouvait voir à quel niveau aussi on pouvait commencer à organiser les activités. Vous savez, la grande difficulté aussi, ici avec notre ambassade, l'ambassade est localisée et située dans un autre État et la majorité des Congolais vivent ici à Dubaï et que l'ambassade est à Abu Dhabi et qui est un autre État, l'État qui est la capitale politique des Émirats, alors que tandis que Dubaï c'est la capitale économique et beaucoup de gens vivent ici à Dubaï. Mais à voir ce que nous avons vu avec faire les Américains, l'ambassade n'a que 3 missions. Et ce qu'on nous a appris, nous, avec les Américains, disent que notre première mission, c'est chercher les intérêts des États-Unis au Congo. La deuxième mission, par exemple, l'ambassade au Congo, l'ambassade des États-Unis au Congo, ils nous ont pris, c'est pour sécuriser les citoyens américains qui vivent en République démocratique du Congo. Et la troisième mission de l'ambassade, c'est chercher les intérêts des États-Unis, le cas des ambassades des États-Unis au Congo. C'est ce qui nous ont appris. Moi, je crois que c'est la même politique que nous devons appliquer partout et faire la promotion de notre pays, de notre culture, le Congo, à l'extérieur, vendre l'image de la République démocratique du Congo par notre culture, par nos produits, par tout ce que nous avons. Et pour y arriver, il doit y avoir des gens qui doivent être compétents pour pouvoir développer des stratégies pour soutenir. En fait, la diaspora n'est rien d'autre qu'une partie du pays, des habitants de ce pays qui sont délocalisés pour vivre dans un autre État. Et nous avons cette responsabilité. Vous voyez, l'ambassade n'a que quelques personnes qui y travaillent et des fois peut-être ils sont là, ils n'ont pas plus de temps. C'est là que la diaspora doit prendre la relève pour voir à quel niveau nous pouvons travailler avec notre ambassade pour vendre l'image de notre pays, pour attirer les investisseurs dans notre pays. Alors, contrairement à ce que nous avons retrouvé ici les années passées, c'est vrai, ils se sont battus, ils ont tenu le coup, mais je crois qu'il y a beaucoup encore d'innovations qui doivent y être apportées. Comme il y a eu beaucoup de gens qui tenaient aussi pour la présidence, à votre information, je n'ai pas pu postuler pour être président. Présentement, pas encore. Et j'ai postulé pour être le gouverneur, c'est-à-dire que les Émirats arabes unis a 7 États. Il doit y avoir un président de la diaspora et un représentant de chaque État. J'ai voulu être le gouverneur des Émirats arabes unis, puisque c'est là où il y a aussi, c'est le siège des institutions, au cas où il y a la possibilité d'être gouverneur aux Émirats arabes unis. Gouverneur d'Abu Dhabi. Juste d'Abu Dhabi. Juste d'Abu Dhabi, puisqu'en réalité,
on devait avoir pour chaque État, on doit avoir un représentant. Et comme Abu Dhabi est reconnu comme siège des institutions, il faut quelqu'un qui doit traiter avec beaucoup d'autres, en termes de diplomatie, extérieure ou internationale, être en communication avec les autres États, avec les autres diasporas, quelqu'un qui doit avoir le langage facile, et c'est notre spécialité, et quelqu'un qui doit avoir aussi pas seulement les compétences linguistiques, mais aussi les compétences culturelles. On a fait la culture, comment coopérer avec les autres cultures. Ici, nous sommes dans un pays musulman, donc on a évolué dans un pays chrétien. Comment est-ce que vous pouvez cohabiter les deux cultures? Comment respecter les valeurs des autres? C'est tout ce que nous avons appris et nous sommes capables de pouvoir exercer. Alors là-dessus, je vois bien, si je peux porter un peu quand même la lumière à toute personne qui est en train de nous suivre. Vous avez postulé tant que les gouverneurs. Les gouverneurs, puisqu'il y a des postes, il y a le président de la diaspora, il doit y avoir les gouverneurs des États, et il y a 7 États, et Dubaï pourquoi vous avez intéressé, vous avez choisi d'être gouverneur ou bien pourquoi pas vous avez choisi de postuler directement à la présidence? Bien, en fait, je suis arrivé à Dubaï il y a de cela sur ma deuxième année, et il y a d'autres qui ont eu à vivre ici encore, il y a encore beaucoup d'autres histoires. Je voulais être dans le comité, travailler encore avec eux et voir à quel niveau, peut-être la prochaine fois, je pouvais postuler comme président. Et d'un coup, je voulais premièrement intégrer dans l'équipe de gestion de la diaspora, apporter notre contribution, notre pierre dans la construction, et voir à la longue si on pouvait encore postuler. Certainement, je finirais par postuler comme le président de la diaspora congolais aux Émirats arabes. Voilà. Alors, comment voyez-vous la conduite de nos dirigeants de la diaspora ici aux Émirats arabes? Parlons un peu, parce que ça fait beaucoup parler aussi par rapport à la gérance de nos dirigeants. Il y a d'autres personnes qui sont contentes, il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes. Alors, tant que vous, un intello, un intellectuel, tant que professeur, tant qu'analyste, alors qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à nos dirigeants de la diaspora? Bien, en fait, je ne peux pas vraiment directement les reprocher puisqu'ils ne peuvent que produire le mieux d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils travaillent à la limite de leurs connaissances. Mais je crois que l'innovation est très très importante. C'est comme je venais de le dire, on doit connaître premièrement la diaspora est représentée par l'ambassade. On doit connaître dans un État le rôle de l'ambassade, de la politique étrangère, et quel est le rôle de la diaspora, quelle est sa mission, qu'est-ce que nous pouvons faire, quel est l'apport de la diaspora par rapport à notre pays d'origine. Alors il y a eu un problème, c'est vrai, administratif. J'ai eu à échanger plus avec les secrétaires. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, M. Toubi Ngoï. Voilà. J'ai salué à ça. Voilà. C'est vraiment un monsieur très courageux. Je lui avais dit même, mais pourquoi pas, devais-tu avoir vraiment qu'on travaille. Et il est très ouvert. J'ai eu à échanger avec lui, il m'a dit que non, je reçois votre candidature, faites ça, et nous allons travailler ensemble. Alors voilà. Donc il est très ouvert, mais ils ont dû travailler à la limite de leur savoir, à la limite de leur connaissance. Si on pouvait encore améliorer et pousser encore loin, je crois que ça serait pour le développement de notre pays. Raison pour laquelle vous voulez s'adhérer. Je vais être parmi le comité directeur et puis travailler ensemble, partager les idées, s'échanger. Je leur avais demandé à maintes reprises qu'on tienne des réunions. Nous l'avons eu récemment avec notre ambassadeur qui est venu ici, Claude Ibalanki. Claude Ibalanki, oui. Exactement, nous saluons aussi en passant. Vraiment, c'était très bien, on a eu des échanges ici. Et je lui avais suggéré que si nous pouvons avoir ce choc d'idées, c'est ce qui pouvait apporter encore beaucoup de lumière et pour que nous puissions organiser la structure. Voilà. Ok, merci beaucoup, fidèles internautes. Karanéo Tolobaki, toujours ensemble avec notre invité. Je pense que pour Nabaï Oyo, Nyonso Bolobaki, il faut postuler, pour la candidature, pour la présidente de la diaspora. Je ne sais pas, on est où jusqu'à présent. Alors, Prof Azawana, lui, il a postulé tant que le gouverneur Nakati Abu Dhabi. Exactement, la capitale politique
des Émirats, la capitale, qui est la capitale politique des Émirats arabes unis. Exactement. Ok, merci beaucoup. Prof, vous faites la guidance dans l'orientation académique. À quoi consiste votre orientation? Bien, voilà, là c'est très très important. C'est comme je l'ai dit au départ, ça fait partie de la guidance dans l'orientation académique ou scolaire est très très importante, puisque cela devrait commencer normalement à partir de bas âge, à partir non seulement académique, même aussi scolaire, en termes de l'école primaire, maternelle. Et comme éducateur, j'ai pu personnellement donner cours dans tous ces secteurs. J'ai donné cours au primaire, au secondaire et à l'université, vous voyez, et dans notre pays pendant au moins plusieurs années. C'est-à-dire l'importance de l'orientation est très très importante, basant sur les capacités de l'enfant. Souvent nous avons tendance, mon enfant je veux qu'il devienne médecin, mon enfant je veux qu'il devienne tel, mon enfant je veux qu'il fasse tel. Ça ne devait pas être ainsi. L'orientation académique devait être basée sur les compétences, les qualités, les capacités qu'a l'enfant, et comme éducateur, comme quelqu'un aussi qui a un expérimenté là-dessus, c'est basant sur les qualités de cet enfant. On peut conseiller aux parents après échange avec la personne, l'enfant, que si votre enfant fait tel domaine, il aura beaucoup de chances de réussir. Donc voilà, là nous sommes très ouverts, que ce soit ici, pour les parents qui aimeraient inscrire leurs enfants à des universités ici, qui aimeraient solliciter notre expertise comme des éducateurs, comment orienter l'enfant est incapable dans ce domaine, dans quel domaine il peut réussir. C'est souvent, comme vous le savez, au Congo. Le faites aussi, vous le faites avec les nationalités. Exactement, toutes les nationalités. Toutes les nationalités. Quand quelqu'un arrive, vous le faites déjà ici à Dubaï. Oui, exactement. Ici à Dubaï, j'ai reçu beaucoup d'étudiants aussi congolais qui sont venus. Je vais faire l'université, j'arrive ici à étudier à Dubaï et peut-être que l'université. On vous contacte à partir de Kinshasa si quelqu'un vient étudier ici à l'université. Exactement. Vous pouvez lui orienter. Ça fait partie de notre consultation, c'est-à-dire on peut orienter par le choix de l'université, on peut orienter sur base de la profession ou de l'orientation, parce que les domaines d'études, la personne veut suivre. On peut l'orienter aussi dans le domaine, non, si tu fais tel domaine par rapport à tes compétences, tes qualités, et échanger. Surtout, c'est très important. C'est comme ça qu'ici, j'ai assisté à plusieurs ouvertures ici aussi académiques avant le début des cours. On laisse toujours le temps aux étudiants qui arrivent de pouvoir s'échanger avec les professeurs, s'échanger avec les encadreurs pour leur poser des questions, pourquoi vous choisissez. Pourquoi? Et à la fin de compte, on dira que non, par rapport à ta vision, tu ne devais pas faire ça, tu devais aller. Alors que nous, il n'y en a pas. À Kinshasa, quand je me réfère dans notre pays, j'ai évolué là-bas. J'étais à la grande université. Vous connaissez l'université de Kinshasa? À l'université de Kinshasa. Avant de venir ici. Là, on fait les inscriptions. Nous inscrivons, les cours vont commencer. Moi, je vais faire la médecine. Moi, le papa souhaite que mon enfant va faire la médecine. On voit un flux de gens qui viennent. Il faut faire la médecine, puisque quand on devient médecin, on a beaucoup d'argent. Il faut faire les droits, puisque aujourd'hui, quand vous faites les droits, vous allez à la politique et tout ça. Sans pourtant même demander la vie de l'enfant, sans pourtant reconnaître les compétences de l'enfant, sans pourtant voir qu'est-ce que l'enfant rêve. Peut-être non, penser que si un homme choisit de faire la cuisine, ça c'est pour les femmes. Actuellement, avec les hôtelleries, il y a des grands managers. Moi, je connais un gars là un gars là congolais qui était venu ici, il était à l'Afrique du Sud, maintenant ici à Dubaï, et il reçoit un salaire là pas mal de colossal. Exactement. Si je peux dire 5 000 dirhams. En dollars, si je peux mettre ça en dollars, c'est quelque chose de 1 300 $. 1 300 $. Il gagne par mois. Il gagne. Et des fois, j'en ai connu, comme ça, simplement avec le niveau de l'étude secondaire. Il est D6, mais avec ses capacités, et ici, il gagne plus de 1 500 $. Il y a des boulangers, des gens qui fabriquent du pain. Alors que nous pensons que tu vas faire quoi? Tu veux faire l'hôtellerie, la cuisine? Oh non, non, non. Non, ça c'est pour les femmes. J'étais à l'ISP Gombe. Quand on a lancé l'année où on a lancé l'hôtellerie comme option, il y a eu trop de femmes. Trop de femmes. Les gens qui venaient là-bas, non, là c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Les gens mettaient à compter à bout des doigts. Mais au contraire, ici à Dubaï, qu'est-ce que nous observons? Au Congo, lorsqu'un homme se décide de faire l'hôtellerie et la restauration, les gens vont penser qu'il est devenu PD. En fait, c'est la mauvaise. Des histoires comme ça, là. Mais comment toi, un homme, tu te décides d'aller faire l'hôtellerie? Qu'est-ce que nous voyons ici à Dubaï? Dubaï, c'est plein de restaurants, plein de cafétérias. Alors, on a besoin de ces gens-là. Et ces gens, on les cherche ici et qu'ils viennent travailler alors que nous voyons ça. Et vous voyez, Dubaï est inondé.
de cuisine, de restaurants. Ici, on ne prépare pas comme en Afrique. Hein. Chaque jour, il faut préparer à la maison. Non. Ici, il y a plus que des restaurants. Plus de restaurants, on mange, on sort là-bas, on entre partout, vous sortez, il y a des restaurants. Tu n'as pas le temps de préparer. Tu n'as pas le temps de préparer. Exactement. Alors, si vous avez fait votre hôtellerie. Si vous avez fait votre hôtellerie, restauration. Facilement avoir un emploi. Ici, on cherche quelqu'un avec ton niveau même de D6. Ici, c'est basé sur les compétences. Tu passes les tests et tu as les capacités dont ils ont besoin. Et exactement, c'est ça l'orientation académique. Et nous le faisons. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, il ne faut pas aller là-bas, c'est un pays musulman. Ceci, ce sont des conceptions très erronées. Il y a des personnes qui viennent ici de différents pays, ils viennent étudier. Des Congolais. Alors, le problème de l'emploi. Parlons un peu du côté emploi. Est-ce qu'il y a un peu de racisme? Est-ce qu'ici aux Émirats Arabes Unis, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que si tu pars là-bas, tu ne peux pas trouver un emploi parce que tu es noir, tu es un Africain et ils sont trop racistes. Essayez de nous parler, prof. Est-ce que vous avez trouvé du racisme dans les différentes entreprises ici à Dubaï ou bien à UAE? Bien. Je m'excuse. Et ce que j'allais dire aux jeunes Africains en général ou les Congolais en particulier, que dans le monde d'emploi, ce sont les compétences qui s'imposent. Même là où on a besoin de son frère, le racisme, c'est vrai, ça ne peut pas être nié. Partout, il y en a, je veux tel poste, j'ai mon frère qui a fait ça, il a des avantages. Mais il y a des moments, on a besoin de compétences. On cherche quelqu'un qui sait très bien faire. Et lorsque vous êtes compétent, vous allez intégrer le monde. Vous allez adhérer partout. Ce sont les compétences qui s'imposent. On cherche quelqu'un qui a fait l'anglais, quelqu'un qui peut interpréter. Vous parlez devant la foule, tout le monde sait que c'est lui qui parle mieux, c'est lui qui interprète mieux. Et vous devenez cher. Vous êtes qualifié. Récemment, j'ai effectué un voyage. J'ai quitté Dubaï pour un autre pays. On m'a pris pour un interprète. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est parce que vous avez interprété, vous avez fait l'interprétation. Les gens ont compris. Moi-même, j'étais là. Exactement. Alors, on m'a dit que non, et on a besoin d'un interprète. Vous êtes capable, vous êtes compétent. Voyager et tout ça, on a payé les billets, je suis parti. Donc, pour dire que les compétences s'imposent. Ça fait partie de votre connaissance. Exactement. Les compétences s'imposent lorsque vous êtes compétent. Et sachez que vous allez intégrer le monde. Ça ne va pas se cacher. Donc, ça ne va pas se cacher. Que vous soyez noir, vous arrivez aux États-Unis, il y a d'ailleurs des noirs, vous arrivez en Europe. Et les compétences comptent. Les compétences Alors pour ça, je voulais dire, vous venez de suivre la réponse des professeurs. Ici, aux Émirats Arabes Unis, problème de racisme, oui, on peut dire que partout ça existe. Mais c'est un problème de compétences. Si vous avez votre compétence, vous allez facilement trouver un emploi. Ici, aux Émirats Arabes Unis, comme partout dans le monde entier, vous allez toujours trouver l'emploi. Alors, le système éducatif congolais est-il compétitif, celle aux Émirats Arabes Unis? Oui, là, c'est comme je disais, il y a un peu d'écart dans l'éducation comparée. Vous voyez le système des UAE, des Émirats Arabes Unis, c'est plus le système anglophone. Et avec le système congolais, c'est un système plus francophone. La grande difficulté pour les Congolais de venir intégrer Dubaï, c'est aussi l'obstacle linguistique. Ils ont des problèmes de langue. Donc, vous trouvez que récemment, j'ai reçu une maman qui a amené son enfant. Et l'enfant a été renvoyé de l'école parce que l'enfant ne comprend pas ce qu'on enseigne. Un enfant qui arrive ici à Dubaï, l'enfant ne comprend pas pourquoi. On enseigne en anglais. Ici, ils ont commencé le système anglophone depuis l'école maternelle. Les cours se donnent en anglais. Vous amenez quelqu'un qui quitte l'école, une bonne école, on connaît Sacré-Cœur, Boboto, collège, ceci. Mais quand ils arrivent ici, c'est pas ça. Ils ont déjà de base depuis l'école maternelle, ils évoluent en anglais, l'enfant arrive comme ça, il ne peut que rêver. Vous n'allez pas dire que l'enfant n'est pas intelligent. Non, l'enfant est intelligent, mais il faut le recyclage. Le recyclage. C'est là la raison de notre institut de formation. Nous prenons tous ces cas-là, en échangeant avec chaque cas des individus qui arrivent, quel est le problème? Non, mon enfant ne peut pas intégrer l'école. Non, on peut les recycler pendant 6 mois et on les prépare à l'anglais. Et l'année prochaine, vous les lancez. Il va s'en sortir. Donc, c'est le problème d'adaptation. Il y a la technologie. Ici, Dubaï a évolué, les enfants utilisent des tablettes dès le bas âge. La technologie, au Congo, ce ne sont pas toutes les écoles. Alors, quand l'enfant arrive ici, achetez-lui, l'initiez-lui dans la technologie, comment entrer. Le Wi-Fi, si vous savez, c'est à temps
24 heures sur 24. Oui, c'est 24 heures. Donc, parler du Wi-Fi, ouvrir le téléphone pour les enfants d'ici, ils naissent, ils grandissent avec ça. Oui. Alors que chez nous, il y a les problèmes, c'est difficile. C'est difficile. Et voilà, vous connaissez la réalité, les crédits chaque jour. Mégas. Et c'est papa de famille qui ont des connexions, c'est à compter à bout des doigts. Ce n'est pas dans toutes les maisons que vous allez trouver les modems. Et à partir de l'école, quand on parle aux enfants, ouvrir le Wi-Fi, aller à l'Internet, alors quelqu'un qui arrive dans notre pays, ce n'est pas que l'enfant ne soit pas intelligent, mais c'est que l'enfant n'a pas de base par rapport à la technologie. Donc ce sont des choses, c'est ça la raison même de la création de notre institut, pour pouvoir remédier à de tels problèmes. À quel niveau nous pouvons encadrer, résoudre de tels problèmes, voilà. Ok, merci beaucoup. Là, je tiens à remercier celui qu'on appelle Papa Tutu, restaurant chez l'Africaine Kindabel. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. Et puis, je tiens à remercier aussi Cédric Okongo qui est derrière les images. Donc, si vous voyez les images comme ça, propres et claires, donc c'est grâce à lui, Cédric Okongo. Et puis, pourquoi pas mon confrère journaliste Laurent. Laura, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos encouragements. Vraiment, on est toujours ensemble avec notre invité d'aujourd'hui qui est les professeurs Jafet Pengele. Alors, professeur, j'ai un peu composé beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient à votre connaissance. Oui, nous sommes alors, disposés. Professeur, nous voyons vos initiatives de rencontres depuis que vous êtes directeur. Et quels sont vos motifs pour les habitants de UAE? Bien. Je crois que à cette question, les rencontres sont très très importantes. Quand je suis venu ici pour la première fois à Dubaï, à voir simplement la ville, je me suis dit qu'il y a eu une intelligence derrière la construction de ces pays. Donc, il y a eu des idées, et les idées ne pouvaient sortir que d'une personne. Donc, on ne peut pas voir cette lampe si derrière cette lampe, il n'y a pas eu une intelligence. On ne peut pas voir la caméra s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu réfléchir pour que nous puissions voir les images. C'est-à-dire que quand je vis à Dubaï, j'ai vu ce qu'ils ont réalisé, j'ai compris qu'il y a eu une intelligence. Alors, j'ai conduit des recherches pour chercher comment ils sont arrivés. Alors, c'est alors que j'ai trouvé que le prince de Dubaï, Cheikh Mohammed Al Maktoum, et c'est parmi les grands leaders. Je suis un peu d'entrée de voir de ses écrits. Je suis allé à Dubaï Mall, j'ai acheté l'un de ses ouvrages qu'on appelle, il a écrit un ouvrage qu'il a intitulé Flashes of Thought, le choc d'idées. Donc, voilà. Quand je lis ça, c'est sur le leadership et comment ils sont parvenus à réaliser. Ils ont invité les gens à travers le monde. Des différentes nationalités. Des différents grands hommes connus, célèbres. Les Américains sont venus. Ils ont appelé les Russes, ils ont appelé les Français, les Européens, les Africains. Ils ont mis leur argent pour réfléchir comment dans le désert ils peuvent produire. C'est ça. Et on leur a dit que dans votre pays, par rapport à les rencontres, et vous avez tel comme potentiel, vous pouvez développer ça, vous pouvez être un pays touristique, vous pouvez construire, vous pouvez réaliser, et c'est sur des rencontres. C'est ça. Et comme je vous ai dit la fois passée, à Kinshasa, j'ai passé beaucoup de temps au Centre culturel américain, où chaque semaine, on recevait des experts. Un expert qui arrive des États-Unis, il doit parler aux Africains. Et malheureusement, quand on partait là-bas, comme d'habitude, les Congolais n'avaient pas la culture de pouvoir assister. Vous trouvez des gens, quelques individus. Mais à Kinshasa, à l'ambassade, il y a un centre culturel et c'était gratuit. C'est là que nous avons appris à utiliser le Wi-Fi. Parfois, les gens n'étaient pas informés. Bon, je ne sais pas. Apparemment, ce n'est pas qu'ils ne soient pas informés. C'est connu. Souvent, les gens ne sont pas. Il y en a à l'UPC. À l'UPC, il y a American Corner. Il y en a à la Première Rue, Funa. Il y a une bibliothèque qui est là. Ce sont les Américains. Ils ont disposé les ouvrages, les ordinateurs étaient là gratuits. Et malheureusement, quand on partait là-bas, c'était quelques gens. C'est vrai, pas, ils étaient aussi nombreux. Mais par rapport à la ville de Kinshasa, c'était vraiment une goutte dans l'océan. Donc, les rencontres sont très, très importantes. Puisque à travers les rencontres, qu'il y aura les échanges d'idées et qu'il y aura la contradiction. Et à la fin de compte, tu vas changer aussi tes opinions. Tu te dis que je pensais comme ça, mais en écoutant telle autre personne,
je peux amender mes projets, je peux réaliser les rencontres, les échanges dans le projet. Actuellement, tu fais quelque chose, tu pensais que l'information que tu as, c'est la meilleure, mais par une réunion de convention, tu peux te rendre compte que non, je t'ai limité. Donc, d'où j'ai demandé même à notre secrétaire qui se fait voir, le président, la présidente, malheureusement, on n'a jamais eu de réunion à la diaspora. Je ne la connais pas, j'entends parler d'elle. Et une fois, je l'ai vue, je crois, avec vous dans l'émission. Je ne l'ai jamais vue personnellement comme ça. C'est plus avec le secrétaire Tubingoi, avec qui je m'échange, je partage les idées, comment on peut innover. Donc, je lui ai dit qu'on devait avoir comme diaspora, ne fût-ce que par mois 2 fois. Nous avons notre espace. La société où je suis actuellement, que nous dirigeons, alors c'est pour l'organisation des événements. L'espace est là, on peut recevoir des personnes, des échanges, des conférences, organiser les manifestations, les mariages, planifier les événements ici à Dubaï, les formations. C'est ce que nous faisons. Donc, et pourquoi pas les faire avec organisation que 2 fois par mois. C'était d'ailleurs la suggestion aussi de notre ambassadeur itinérant, Claude et Balanki, qui est passé par ici. Il nous a commandé. Non, vous devez vous voir. Vous devez vous réunir, vous devez vous échanger, améliorer, écouter les autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Échange de connaissances. Exactement. C'est très important et c'est ce que je suggère. Et c'est vraiment de ça. Comme je disais, je vécu ça chaque semaine. À Kinshasa, il y avait des sujets très importants qu'on débattait au département d'État américain. On allait là-bas, on échangeait, on écoutait les experts. Il y a eu des temps où vous êtes là, un sujet, il y a des discussions, vous posez des questions. Et c'est ce qui nous a aidés, au-delà de ce que nous avons eu comme formation à l'université, de pouvoir un peu, de voir les choses autrement. Et grâce à la technologie qui est disposée qui met à notre disposition, actuellement, venir à Dubaï, on avait déjà des notions, comment communiquer par email, le Wi-Fi, et on s'est intégré facilement. Mais si pour les autres étudiants qui se contactent que de syllabus, et si vous trouvez les papiers disparaissent. C'est ça, oui. J'étais dans un bureau, la dame ne savait pas, ne parvenait pas à appeler mon nom. Je lui ai demandé, donnez-moi les stylos, comme ça j'écris, vous allez me dire que ce n'est pas permis d'avoir les stylos dans le bureau. Et la dame a sorti une tablette, m'a donné, écrivez ici. Et moi aussi, heureusement, si je ne connaissais pas l'informatique, j'ai reconnu, c'est les claviers, c'est la tablette, j'ai écrit mon nom et mon adresse email, je lui ai remis. Donc vous comprenez que la notion là de papier disparaît à Dubaï. Les stylos, la dame m'a dit que c'est interdit chez nous. La raison pour laquelle vous avez évoqué que dans notre pays, nous devons changer le système éducatif. On doit beaucoup améliorer des choses. C'est ça. C'est parce que même si vous êtes licencié au niveau du pays, tu arrives ici, tu es dans bouleversé. Dans le bureau, vous ne voyez pas de papier. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi des gens, des ingénieurs de construction qui viennent ici souvent pour le boulot. Dès qu'ils arrivent ici, il y a des matériels qu'on utilise là-bas. Il est ingénieur, il est, je ne sais pas, maître, contre-maître au Congo. Il arrive ici, même un chantier qu'on a, aux autres amir. Alors, du matériel au PC pour que Abanerango Moussala azo comprendre niveau au ya ça il a na Congo, na niveau au PC à ça il a awa azo comprendre et zo non yo cause la maître était faut à la élève donc na niveau né qui maître na Congo qui ingénieur au babenga kaye na niveau de Dubaï a combien d'élèves. Le problème, là, ça fait partie. Le problème, comme je disais, ce n'est pas qu'ils ne soient pas intelligents. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de manipuler cette technologie. Et si on construit les immeubles, vous arrivez, par exemple, 500 mètres, 600 mètres de hauteur, alors qu'au Congo, on n'a pas ça. Et ce n'est pas avec des mains. Le mélange de béton avec tout ça, ne se fait pas tout ça. Vous avez des grilles qui sont connectées, là-bas, ça monte 100, 200 mètres. On n'a jamais utilisé ça. Alors pour moi, comme je disais, raison pour laquelle c'est là qu'on revient à la philosophie de l'éducation. On doit concevoir un système éducatif qui doit aider. Aider signifie répondre aux besoins de la société. C'est-à-dire que la société envoie des cadres pour être formés à l'université, afin que ceux-ci, à la fin de leurs études, qu'ils viennent remédier aux difficultés, aux défis, aux problèmes que nous connaissons. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas traiter nos eaux au Congo pour que nous ayons des OP. Aussi, nous sommes au désert. Vous voyez comment ils ont minimisé l'eau. C'est ce qui m'a étonné. Partout où vous arrivez, l'eau est devenue quelque chose de l'eau pure. Et on vend ça. Et d'ailleurs, ce qui est grave, je vis ici les gens chargés de l'eau pour aller vendre en Afrique.
Ça quitte Dubaï qu'on connaissait comme dans les conteneurs, dans des conteneurs pour qu'on amène en Afrique. Alors, quel est le système éducatif que nous avons? Nous avons là-bas des facultés pharmaceutiques, mais pourquoi pas apprendre nos enfants, traiter nos eaux que nous avons là-bas? Nous avons des océans, nous avons des fleuves, nous avons les eaux ici à Kinshasa, ça doit être quelque chose de luxe. Quelqu'un veut se faire une photo, doit tenir la bouteille. La bouteille d'eau. La bouteille pour voir qu'il boit l'eau de 500 francs. Et c'est quelque chose. Vous voyez ici. Alors si vous arrivez à prendre de l'eau là, en plastique là, des sachets là, 50 francs. Vous risquerez de tomber malade. Exactement. Parce que ce n'est pas bien traité. Pour dire que nous revenons toujours, l'avenir du pays est lié à son système éducatif. Tant que nous n'aurons pas à redresser notre système éducatif, on aura des problèmes et ça va nous poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde veut faire la politique. C'est les raccourcis. C'est les raccourcis. C'est là qu'on peut gagner l'argent. Je ne sais pas gagner, ou utiliser le terme gagner l'argent, ça serait un peu, essayer un peu. C'est là qu'on peut, je ne sais pas, ramasser. Avoir la vie facile. C'est là qu'on peut, je ne sais pas, amasser. Ramasser, amasser de l'argent facilement. Ça ne devait pas être ainsi. Ok. Voilà. Nous sommes en train de chuter vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je pense que le temps, c'est un problème de temps. La télé, c'est un problème de temps. Ok. Professeur, à quoi consiste votre consultation en affaires? Bien. Expliquez-nous un peu. Là aussi, c'est très important. Et quand je fais le 3e cycle, j'évolue avec l'anglais des affaires. C'est ma spécialité. J'ai fait la linguistique appliquée, je me suis orienté dans les affaires et j'ai connu aussi ces difficultés. Je voulais combiner les domaines de l'anglais avec les domaines des affaires, mais je me suis rendu compte qu'on avait un système aussi éducatif qui formait les linguistes, mais pas plus fort dans les domaines des affaires. Que quand je suis arrivé à Dubaï, et grâce aussi au département d'État américain, on a eu des formations un peu dans la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le commerce, et je voulais combiner les deux domaines, le domaine de la linguistique et le domaine des affaires. Et puisque quand on parle d'anglais des affaires, il y a d'une part la langue comme la communication, de l'autre part, ce sont les notions des affaires, de business. Donc c'était très important de me plonger, et tout le temps je suis à Dubaï, c'est vraiment plus me lancer dans le domaine, comprendre comment les organisations fonctionnent. On a fait ça comme des cours, mais dans la pratique, il a fallu venir vivre ici. Voir les conteneurs, voir les transports à l'international, on a la voie maritime, on a la voie aérienne, et comment ça marche, et comprendre ça. Et pour le temps que nous avons conduit dans les recherches, avec la grâce de Dieu, on a quand même amassé assez à recueillir assez d'informations. Et ces informations qui sont encore très très utiles aux autres qui viennent de Bitan. Donc voilà, quand ils viennent, ils ne savent pas comment les sociétés se créent ici à Dubaï et quel type d'activité je dois choisir. Les licences, comme je disais, c'est différent vraiment. Partant de la RDC, où vous avez votre société, on vous donne tant de services. Dubaï, c'est pas ça. Tu évolues dans le système éducatif, dans l'éducation, tu ne peux pas combiner ça avec l'autre affaire. Tu évolues dans tel service, toutes les activités dans leur licence, c'est limité. Tu ne peux pas combiner comme ici, c'est toi qui vends les éléments électroniques, c'est toi qui vends aussi, par exemple, tu vends les chaises au même moment, tu fais des trucs là. Non, dans leur licence, ils déterminent. Je m'excuse, ils déterminent le type d'activité que vous devez exercer. Et d'où, quand les gens arrivent, on doit les orienter. Pour bien réussir, premièrement, et définir dans l'entreprise. Il faut définir la vision, quels sont les objectifs que tu comptes atteindre, quel type de société tu vas avoir, et que dit la loi des Émirats Arabes Unis. Et voilà, c'est ce que nous faisons. On peut orienter, la personne dit que non, ce que tu veux là, voilà, là où il faut prendre le document. Au cas contraire, comme je parlais, un document que vous pouvez avoir à 7 000, 8 000 $, et ailleurs vous tombez entre les mains des Indiens, ils vous demandent 50 000 $. Comme ce sont des Indiens, il faut amener l'argent, et ils sont partis. Or, le gouvernement de Dubaï a tout mis en ordre. Les prix sont connus. Alors, d'où ceux qui veulent investir, venir à Dubaï, nous sommes là, on est consultés, et vous venez, nous allons vous aider, vous orienter. Basant sur votre vision, ce que vous comptez réaliser, et porter de notre expertise, notre expérience par rapport à ce que vous comptez réaliser. Voilà. Ok, merci beaucoup. Réseau Twins Network. Ah oui. Là, les réseaux Twin Network,
C'est un réseau que j'ai créé pour les jeunes entrepreneurs africains. Et depuis que j'étais en République démocratique du Congo, et j'ai obtenu les documents dans notre pays. Et pour ces réseaux, ma vision est de créer un réseau de jeunes entrepreneurs, puisque voilà, le pays, en fait, en Afrique, la tendance, comme je l'ai dit, actuellement, la tendance est plus que les gens puissent s'adhérer à la politique. En fait, le système de l'État, comme ça a été conçu par les philosophes, comment la gestion de l'État devait être, la majorité de la population, ce sont des gens qui devaient travailler et l'administration ne devait être que une minorité, un petit nombre comme des gestionnaires. Alors, la grande quantité, exactement, c'est ce qui se fait à Dubaï. Vous avez beaucoup de gens qui produisent, beaucoup de gens qui créent des sociétés. Ils sont là à 90%. Ils créent des sociétés, ils investissent. Ce sont des investisseurs. Et dans leurs investissements, le gouvernement va recueillir des taxes. Et ce sont avec ces taxes-là qui doivent être remis entre les mains de certains, d'une petite quantité, une minorité, qui constitue les gestionnaires pour le développement du pays. Mais alors, qu'est-ce qui se fait chez nous? C'est le contraire. Les gestionnaires dans l'administration, ils sont très nombreux, alors que les investisseurs sont limités à un petit nombre. Qu'est-ce qui arrive? Quand il y a des projets, telle personne, une société, alors on débloque l'argent, ça doit être dépensé par la majorité, et à la fin des comptes, comme conséquence, on ne sait pas investir dans la construction du pays. Pourquoi? Puisque ceux qui produisent sont très peu nombreux, et ceux qui doivent gagner l'argent, satisfaire à leurs besoins, ils sont très nombreux. Donc par rapport à ça, je voulais contourner cette façon de faire. Je conçois un projet, un centre de recherche et des affaires. C'est-à-dire l'objectif de ce centre de recherche et d'affaires est d'augmenter le nombre de jeunes entrepreneurs africains. C'est-à-dire dans chaque État, si on avait beaucoup d'entrepreneurs et peu de gens qui s'intéressent à la politique, le peu qui devait être à la politique devait être constitué d'une minorité qui sont des gestionnaires. Alors c'est là qu'on aura le développement. C'est exactement avec Dubaï. Ceux qui sont à la gestion de l'État, ils sont très peu nombreux. Mais à plus de 90%, ce sont des investisseurs. Ils produisent beaucoup et en retour, le pays amasse beaucoup. Et ce que le pays amasse, en retour, il va faire quoi? Il va construire les routes, il va construire, stabiliser l'électricité, il va traiter l'eau, il va tout faire. Et c'est la condition que nous avons de Dubaï. Donc, partant de Dubaï, c'est exactement, vous allez trouver que ma théorie est peut-être justifiée. Donc, on doit changer le système, produire beaucoup plus d'entrepreneurs, et peu de gestionnaires. Et concevoir un système politique qui doit décourager que les gens s'adhèrent plus à la politique. Actuellement, nous, on pensait que c'était une vraiment approche, une mauvaise philosophie qui a fait que une minorité de politiciens devait gagner beaucoup d'argent, travailler à la politique. Et maintenant, la conséquence est devenue le centre d'intérêt de tout le monde. Qu'il soit médecin, il veut être à la politique. Qu'il soit champatier, il veut être à la politique. Qu'il soit un enseignant de l'université, ils ne veulent pas de l'enseignement, il veut aller à la politique. Alors, d'où, comme nous avons compris que c'est un système qui contribue au péril de la nation, on doit décourager, couper. Comment couper? Peut-être en réduisant les salaires. Quelqu'un verra qu'être député, ce n'est pas amasser de l'argent, mais c'est peut-être servir la nation avec un salaire très minime. Vous comprenez? Et c'est là que je dis que le changement commence par un noyau.